Cet après-midi sur Fadjet, 16h. Vendredi, 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Bonjour à tous et bienvenue sur Fadjet, vous nous écoutez sur 94.2. On est ensemble jusque 17h. Merci d'avoir choisi Fadjet pour votre avant-match de l'AS Nancy-Lorraine. Avec nous aujourd'hui, évidemment, Ingrid n'est pas là, elle est en vacances, mais Moulet est avec nous. Salut Moulet. Bonjour. On a le plaisir de recevoir Philippe Kiefer, qui est président de l'association Courir en Lorraine. Bonjour Philippe. Bonjour. Avec lui également un grand sportif lorrain. Anthony est avec nous. Salut Anthony. Salut. Un autre chroniqueur, et il y a du monde aujourd'hui. Mehdi est avec nous. Salut Mehdi. Bonjour à tous. Et enfin, producteur de cette émission, il travaille jour et nuit pour vous faire une émission parfaite et montée de toutes pièces. Hakim est là, bien sûr. Salut Hakim. Salut Maxime, salut à vous tous. On démarre donc avec le sport local. On a aussi le plaisir de recevoir donc le président de l'association Courir en Lorraine, Philippe Kiefer, qui reviendra donc avec nous sur les 24 heures de Champignol qui auront lieu donc le 11 et 12 juin 2016. On passera à l'actualité sportive nationale, suivi du quiz. On suit donc de la grande page sur l'AS Nancy-Lorraine et en toute fin d'émission, comme à notre habitude, les pronostics. Et donc avec le SLUC Nancy Basket qui va beaucoup mieux, Hakim. Ouais, le SLUC Nancy Basket qui s'est imposé 84-66 face à Chalon-Reims la semaine dernière. C'est donc l'occasion de faire un petit point avant la journée de ce soir et demain en Pro A. Le Mans domine toujours le classement avec 74% de victoires. Juste devant Strasbourg, Gravelines, Nanterre et Monaco qui ont quant à eux 69% de victoire. 6e, c'est Chalon-sur-Saône avec l'Asvel. 8e, Pau-Orthez. Juste derrière, c'est à la 9e position Antibes, Limoges et Dijon. 12e, Orléans et Cholet. 14e, le SLUC Nancy Basket avec Chalon-Reims. 16e, Paris-Lavallois. 17e, Rouen avec 27% de victoire. Et 18e, Le Havre avec 6 petits pourcents de victoire. Les matchs de ce soir, Chalon-Reims recevra donc Chalon-sur-Saône. Antibes reçoit Cholet. Rouen reçoit le Paris-Lavallois. Demain à 18h, l'Asvel reçoit Limoges. Monaco reçoit donc le SLUC Nancy Basket. À 20h, Gravelines reçoit Le Havre. Nanterre reçoit Dijon. Strasbourg reçoit Orléans. Et lundi, en journée décalée, donc Pau-Orthez recevra Le Mans. Allez, un petit mot sur le handball, Hakim. Vendredi, 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Et le handball et le Grand Nancy qui reçoit donc Poto Combo ce soir à 20h30. À rappeler que Poto Combo donc possède l'une des meilleures attaques à domicile comme à l'extérieur. Les autres matchs opposeront Saran à Istres, Angers à Mulhouse, Limoges à Dijon, Valence à l'ES Besançon, Billière à Cherbourg et demain en journée décalée à 20h30, Massy-Essen à Célestat. Petit mot sur le classement justement de ce championnat. Alors Cherbourg est toujours en tête avec 33 points, tout comme Billière. 3e c'est Mulhouse avec 32 points. 4e Célestat, Saran, Ponto Combo et le Grand Nancy avec 29 points. 8e Dijon et Besançon avec 28 points. 10e Istres 27 points, 11e Massy-Essen 25 points, 12e Limoges 17 points, 13e Angers 16 points et dernier 14e Valence avec 13 points. Vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Et le championnat donc de DH qui reprend ce week-end également avec Lunéville toujours premier de ce classement de DH. Un petit mot sur le classement, Hakim, avant toute chose, donc Lunéville est toujours en tête avec 36 points, avec 10 points d'avance, mais face à contre Saint-Avold, qui est en deuxième position avec 26 points et un match en retard. 3e Magny, 23 points. 4e Bar-le-Duc, 22 points, tout comme la PMS. 6e, la réserve du SAS Épinal, 21 points. Tout comme donc Amnéville à la 7e position. 8e, Trémery et Saint-Dié. 10e, Jarville, 17 points. 11e, Sarreguemines Bay, 15 points. 12e, Neuve-Maisons, 14 points. 13e, Vembrange, 11 points. 14e, Blénaud, 11 points également. Et 15e, Sarrebourg avec 10 points. Allez, un petit mot sur les matchs de ce week-end qui commencent donc demain. Demain, Blénaud reçoit Neuve-Maisons à 18h pour un match que je qualifie la semaine dernière d'un match de la peur, n'ayons pas peur des mots. La PMS reçoit à la même heure la réserve spinalienne. Saint-Avold reçoit à 20h Amnéville. Les autres matchs auront lieu donc dimanche. Vembrange recevra Lunéville à 15h. La réserve de Sarreguemines recevra Magny à 15h également. Tout comme Jarville qui recevra donc Saint-Dié et Bar-le-Duc
recevra Trémery. Voilà pour ce championnat 2DH. Bien sûr, la semaine prochaine ou la semaine d'après, nous reviendrons avec l'entraîneur de cette équipe de Lunéville qui reviendra avec nous sur ce début de championnat juste magnifique pour eux. Et donc, à mon avis, ce sera bien sûr Lunéville qui va probablement monter en CFA2 la saison prochaine. On fait une courte pause musicale et on revient juste après. Bien sûr, on a Philippe Kiffer avec nous, président de l'association Courir en Lorraine. On reviendra avec lui sur la manifestation qui aura lieu le 11 et 12 juin prochain à Champignol. Évidemment, vous aurez vos actus nationales et bien sûr l'avant-match de l'AS Nancy-Lorraine qui se déplace ce soir à la Baie des Champs. Comme tous les matins avant d'aller sur le chantier, il vient me parler de tous ses problèmes de foyer. Il me dit que ses enfants le rendent complètement fêlé, que sa femme le trompe avec le voisin du palier. Et lui là-bas ne fait que nous rabâcher sa jeunesse, qu'il était beau et riche, qu'il a tiré toutes les gonzesses, que dans son temps les jeunes avaient plus de politesse, mais qu'aujourd'hui pour une cigarette il t'agresse. Au fond de la salle j'entends qu'une bagarre éclate, je cours les séparer avec ma fameuse batte. Je vois que le premier a sous la main quelques cartes, le deuxième le rate et me fout une patate. Ils m'ont tous saoulé, ils m'ont tous saoulé, oui, ils m'ont tous saoulé, ils m'ont tous saoulé. Comme tous les midis en sortant de son petit bureau, il dessert sa cravate et il me parle de son boulot. Il décrit son patron avec des tas de noms d'oiseaux. Il aimerait bien se taper sa secrétaire Véro. Et là y a cette cougar au décolleté ravageur, jupe léopard, maquillage de film d'horreur. Elle me raconte ses ébats sexuels sans pudeur, avec ce petit jeune qui est majeur depuis 24 heures. Et là d'un coup un homme monte sur la table, avec son accent bizarre il nous traite de macaque. Il nous dit qu'à l'époque il était formidable, puis il tombe dans mes bras en pleurant qu'il est formidable. Ils m'ont tous saoulé, ils m'ont tous saoulé, oui, ils m'ont tous saoulé, ils m'ont tous saoulé. Et moi, mes problèmes à moi, qui s'intéresse, intéresse, intéresse, intéresse. Oui, et moi, mes états d'âme et mes tourments, ici personne ne veut les entendre, c'est normal, je ne reste que le barman. Saoulé, ils m'ont tous saoulé. Vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Merci d'avoir choisi Fadjet. On est ensemble jusqu'à 17h. Évidemment, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et on vous en remercie. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker notre page Facebook Cap Sport. On atteint bientôt la barre des 700 likes. Donc, merci à vous. Et en tout cas, on continuera l'émission, quoi qu'il arrive, sur Fadjet. L'association Courir en Lorraine et la commune de Champignol accueillent la première édition des 24 heures de Champignol. L'épreuve se déroulera dans le magnifique cadre du Parc du Château le 11 et 12 juin prochain. Avec nous pour en parler, on reçoit le président de l'association, monsieur Philippe Kiffer. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, présentez-nous un peu votre association Courir en Lorraine. Alors, le tout a vu le jour au mois d'octobre, dans la mesure où il a fallu créer une association et pour pouvoir organiser donc, ce 24 heures qui sera une course FFA. Nous l'organisons, c'est la seule manifestation qui sera organisée dans l'Est de la France, puisque Putelange-au-Lac, qui est organisé pendant 10 ans
a vu la dernière édition au bout de 10 ans cette année, donc en 2015, donc il n'y a plus rien à 400 km à la ronde. Voilà. D'accord, et qu'est-ce que les 24 heures Champignol finalement? Alors le but d'un 24 heures, c'est de parcourir le plus de kilomètres en 24 heures, avec un chronométrage officiel, hein, bien sûr, avec des officiels, hein, et ça se fera en solo ou en équipe de 6. Alors actuellement, nous avons mis à disposition 35 équipes de 6. D'accord. Il ne reste plus qu'une équipe de disponible, ce qui représente quand même 210 coureurs pendant 24 heures. Et vous ne pouvez pas aller au-delà. Si vous avez de la demande, c'est compliqué. Le problème après, c'est au niveau logistique. Hein. Après, il y a encore 100 individuels, plus 30 marcheurs de marche athlétique, donc ce qui représente en tout 340 coureurs. D'accord. Donc pendant 24 heures, il faut quand même les nourrir, les loger, les ravitaillements. C'est une grosse logistique. En bénévole, il faut quand même une centaine de bénévoles. Donc, et c'est une première édition. Donc la première, c'est toujours, on sait toujours après où on va, quoi. Alors justement, comment est née cette idée d'organiser un tel événement? On a parlé justement de Putlan-Jolac qui faisait ça pendant 10 ans. Comment ça vous est venu à l'idée de vous dire moi aussi je vais organiser ça à Champignol? Moi je pratique le grand fond depuis plus de 30 ans maintenant. D'accord. Et j'étais à la dernière édition des 24 heures de Putlange, donc je connais bien les organisateurs et beaucoup de coureurs de Putlange. Et tout de suite, ils ont répondu présent. C'est vrai, c'était l'envie. Bon, moi, ça me tentait depuis un bon moment, mais étant donné qu'il y avait Putlange... Alors on sait que on sait pas, non, mais cette manifestation, les 24 heures de Champignol, tous les fonds sont reversés à l'association Action Muco. Pourquoi avoir fait ce choix justement de reverser tous les fonds à une association caritative? En fait, j'ai un copain qui est coureur, que je croisais sur les circuits, que je connaissais bien, mais en fait, on connaît jamais tout le monde correctement, puisque je l'ai eu pendant les fêtes de Noël, et sa fille était hospitalisée, et c'est là que j'ai appris qu'elle était malade. Et il est président d'une association Muco sur Strasbourg, avec une cellule Muco à Brabois à Nancy. Alors tout de suite, je lui ai dit, écoute, on va faire quelque chose pour vous, quoi. Donc ça sera fait au profit de cette action, quoi. D'accord. Alors, on va revenir un petit peu sur l'événement. J'imagine qu'on a besoin d'un nombre exceptionnel de bénévoles pour organiser un tel événement et que sans eux, ça risque d'être compliqué. Est-ce que vous avez une idée du nombre de bénévoles? Une centaine à peu près. Et une personne qui nous écoute là aujourd'hui et qui souhaite devenir bénévole, comment elle peut faire? Alors, on a ouvert un site il y a environ un mois et demi avec tout dessus, le règlement, les inscriptions en ligne, on explique l'épreuve et tout. Et il y a une adresse email. Elle peut rentrer en contact directement avec nous et on lui répondra. Tout le monde est bien accueilli, même les petites mains, ne serait-ce qu'une heure, 2 heures ou plusieurs fois dans la journée, il n'y a aucun souci. Justement, le site internet, donc on va peut-être le citer, c'est www.les24heuresdechampignol.com. Voilà, c'est ça, ou .fr. .fr. Ok, super. Pareil, je suis un coureur lambda, est-ce que je peux m'inscrire à cette compétition? Oui, avec un certificat médical. D'accord, de contre-indication à la pratique du... Voilà, tout est marqué sur le site www.24 heures de Champignol. D'accord, c'est payant cette course? Oui, alors en individuel, c'est 40 €. Par équipe de 6, c'est 25 € par coureur. Alors c'est vrai que c'est vraiment pas cher par rapport à d'autres 24 heures qui existent en France, parce que 25 € rien qu'en ravitaillement. On offre un maillot, on est en train de faire un cadeau aussi pour tous les coureurs, un cadeau souvenir, plus le maillot déjà, plus le ravitaillement. Donc c'est vraiment, et puis bon, c'est convivial pendant 25 heures. Pendant 24 heures, il y a des gens formidables qui viennent. Hein. Il y aura 2 personnes aveugles qui viennent. Il y a la recordman du monde des 24 heures, Odile Lochor, qui sera présente. Il y a un aveugle qui vient de Dijon, Monsieur Perronnet, qui est pareil, il fait 180 km en aveugle. Quand même, c'est magnifique. Il y a des gens, il y a une personne de Marseille qui vient 70 ans, qui fait 170 km. D'accord. À 70 ans, si moi je fais encore 170 km, bon, puis c'est convivial, c'est vraiment la bonne ambiance et tout. Et il y aura un concert le soir avec en tête d'affiche Baraka Rock. D'accord. En plus, voilà, comme ça au moins c'est annoncé. Vous attendez combien de coureurs pour l'événement? 340. À l'heure actuelle, vous savez à peu près combien d'inscrits vous avez il me reste une équipe de 6 qui est libre. Donc on est à 4 mois quand même de l'épreuve. Donc je pense qu'en un mois et demi, il y en a 34 qui sont partis, donc elle va partir. Et sur 100 individuels, il me reste 32 dossards, je crois, 32 ou 30 dossards, une trentaine de dossards. Donc ça va partir. Il y a beaucoup de coureurs qui attendent, s'ils ne sont pas blessés, ça va. Il y a beaucoup qui attendent le dernier moment pour décider. Mais vous vous attendiez à un tel engouement? Oui et non, j'espérais, mais honnêtement, j'étais pas sûr que ça taperait aussi vite que ça. Alors justement, on a Anthony avec nous qui fait partie des premiers inscrits de cette course, le premier à s'être lancé. Quelle a été ta motivation pour t'inscrire à ces 24 heures de... Moi, je me suis inscrit plutôt en équipe parce qu'en individuel, ça demande une grosse préparation. Moi, j'ai pas encore assez l'expérience pour faire une aussi grosse course. Donc en équipe, et puis le fait que ce soit pour une association, pour une bonne
cause, Par équipe, comment est-ce que ça se passe? C'est quoi le programme? Vous êtes des équipes de combien? ça part de... Non, c'est 6 maximum, de 3 à 6, ouais. Après, ça dépend des relais qu'on veut prendre. Ça, c'est à mettre une stratégie au point pour... Tu sais, avant de faire la course, tu sais combien de temps tu vas courir et combien de temps tes camarades vont courir de l'équipe? Oui, oui. Tu essayes de... On se met d'accord pour faire D'accord. une préparation pour... voilà. D'accord. Pour que tout le monde soit dans les meilleures conditions possibles, quoi. Donc moi j'ai une question pour le président. Alors on sait que pour organiser un événement comme celui-là, il faut des partenaires, il faut des sponsors. À l'heure où on se parle et à 17 semaines finalement de l'événement, où vous en êtes par rapport à ça? Alors le problème qui se pose, c'est que j'ai pas toutes les réponses. Il y a des commissions automatiquement. Quand vous allez voir des gros groupes et tout, c'est des commissions. Quand c'est une première édition, c'est vrai que c'est pas évident d'apporter des arguments. Donc vous avez des portes qui se ferment automatiquement. Et c'est vrai qu'il faut dire ce qui est. Si vous ne connaissez pas les gens, ça a du mal à passer. Alors on en est, disons, à 50%. 50% on est couvert. On attend encore des réponses. On attend des réponses de commission. Et bon, tout n'est pas clôturé, tout n'est pas fait. Et c'est vrai que si il y a des gens qui veulent participer en tant que sponsors, ils seront bien les bienvenus. Il faut regrouper combien d'argent pour organiser un événement comme celui-là? Alors le budget prévisionnel est de 22 000 €. D'accord. Donc on peut le dire. Rien que le chronométrage, il y en a pour 1 900 €. C'est une société de Paris qui vient avec des écrans, des écrans de télévision. Il y a une cam qui va retransmettre la course sur Internet, sur le site. On fait aussi les messages, c'est-à-dire les gens qui viennent de Marseille, ils peuvent recevoir des messages sur la course et on retransmet les messages. Il faut savoir sur un 24 heures, c'est entre 300 et 500 messages qui sont distribués. Mais tout ça, c'est un coût. Voilà, ça se paye. À côté de ça, il y a l'alimentation, c'est pas non plus... tout ce qui est ravitaillement aussi, ouais. Alors maintenant, c'est vrai que d'un autre côté, on a fait un petit plus le soir, on a fait venir un groupe, mais bon, ça coûte de l'argent aussi, une sono, et bon, il faut espérer qu'il fasse beau, puis que les gens répondent présents, puis que la buvette fonctionne, quoi. Si vous souhaitez ajouter quelque chose d'autre, peut-être aux gens qui nous écoutent, soit qui veulent devenir bénévoles, ceux qui, et s'il reste un tout petit peu de place pour les coureurs, ceux qui veulent s'inscrire, quel est votre message que vous avez envie de passer à l'antenne? Allez-y, c'est pour vous. Faites vite, dépêchez-vous, il n'y a plus beaucoup de place. Vraiment, allez voir le site www.24 heures de Champignol. Et puis, si vous voulez une belle expérience de vie sur 24 heures, venez nous rejoindre. Vous avez également une page Facebook, les 24 heures de Champignol, que vous pouvez également aller liker, chers auditeurs. Et évidemment, est-ce qu'il y aura un appel aux dons aussi également pendant les 24 heures, on imagine, pour cette association? Alors c'est vrai que là, vu que c'est une création, il y a des grandes priorités au départ. Les autorisations, c'est phénoménal au niveau autorisation. Et donc on a commencé par là. Et maintenant, à partir de début mars, on va se pencher sur Action Muco. On va faire une vente de billets. On n'a pas défini le prix, 50 centimes, je pense, le tour. Et il y aura des dossards Muco. Donc les gens, ils achèteront un billet. En échange, ils feront un tour avec le dossard Muco au milieu des coureurs. À côté de ça, on va vendre de la pâtisserie aussi. Il y a des gens qui vont faire des gâteaux. Ça sera vendu, la part de gâteau, 1 €. Et tous les bénéfices, à la fin de la course, quand on aura tout calculé et tout, tous les bénéfices en plus iront à Action Muco. Vous avez déjà une idée du montant de... Non, après, c'est suivant le temps. Il fait beau, vous pouvez avoir, 500, 1000 personnes. Il pleut, voilà, quoi, c'est la catastrophe, quoi. D'accord. Bon, de toute façon, on aura l'occasion d'en revenir dans Cap Sport, dans cette émission, sur cette course. Et puis, appeler justement les gens qui sont aux alentours de Champignol et des communes voisines de venir et de participer par les moyens qu'ils ont, soit en tant que bénévoles, soit venir tout simplement regarder ce magnifique 24 heures de Champignol. Merci beaucoup en tout cas Philippe Kieffer d'avoir été avec nous. On n'hésitera pas à partager sur notre page Facebook toutes les informations nécessaires et puis bon courage pour le lancement de ce beau projet. Merci à vous. Hot sun and clear blue skies, the waves are crashing by. And when she passed me by and gave a wink and smile, and I was on cloud 9, Lord. The way you move your hips and lick your lips, the way you dip, you got me up so high. And girl, you got that body with them curls like a Bugatti. I just wanna drive, oh. And girl, you know, round and round your love, it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop, oh. Round and round your love, it winds me
That body with them curls like a Bugatti, I just wanna drive. Oh, and girl, you know, round and round your love, it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop. Oh, round and round your love, it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop. Oh, round and round your love, it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop. Oh, round and round your love, it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop. Oh, yeah. Like a hula hula hoop, hula hula hoop. Oh, round and round your love, it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop. Oh, round and round your love, it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop. Round and round your love, it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop. Oh. Cap Sport, actu sportive nationale. Merci d'avoir choisi Fadjet. On est ensemble jusque 17h. Allez, Hakim, des petites infos nationales. Ouais, essentiellement footballistique aujourd'hui, selon l'actualité. Et la première info, donc, c'est qu'après la victoire du Paris Saint-Germain à Marseille dimanche, les joueurs de la capitale n'ont pas pu repartir immédiatement du Vélodrome et se sont retrouvés donc bloqués à cause d'une panne de bus. Ils ont dû attendre que la batterie de leur véhicule soit réparée. Les Parisiens sont finalement repartis bien plus tard, vers minuit 15. On a pas mal de photos autour de cette table avec Mehdi, Moulet et Anthony. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, une petite péripétie comme ça en déplacement ou... Mehdi? Une époque, quand les parents devaient aider pour amener dès le plus jeune âge certains jeunes en match le week-end, il y avait certaines péripéties. On était à l'époque 2 équipes de 8 et il y avait toujours 2-3 parents qui se dévouaient à amener les jeunes, et c'est vrai que souvent on devait se déplacer un peu moins nombreux que prévu parce que malheureusement certains parents ne pouvaient pas se rendre disponibles le week-end. C'est vrai qu'après, en grandissant, on arrivait toujours à trouver une solution à droite, à gauche pour que quelqu'un nous amène au match le week-end, mais c'est vrai qu'en étant jeune, c'était un peu plus compliqué. Et le bus du PSG, il y a eu une petite histoire aussi par rapport à ça, que les Marseillais ont caillassé un bus qui pensait que c'était le bus des joueurs du Paris Saint-Germain, et en fait non, c'était un bus de touristes chinois. Ouais, mais dans le bus du Paris Saint-Germain, je crois qu'ils l'avaient emprunté, c'est pour ça qu'ils se sont fait caillasser. Ouais. Enfin, donc, bon. à l'image... En fait, c'était une belle feinte du PSG. C'était pas mal, c'était bien programmé. C'était pas... autre info, vas-y, je te laisse, Hakim, je te laisse enchaîner. Comme ils le font à chaque fin de match, les joueurs de Monaco ont envoyé mardi des ballons en tribune à destination des supporters. Il y a une 50aine de mètres pour atteindre la tribune haute, surplombant la tribune de presse. On rappelle comment le stade est fait à Monaco. Et certains joueurs ont l'habitude de frapper fort. Et après la victoire de 0 contre Barcia, ça a mis tout ce qu'il avait dans le sac, et le ballon a atterri de plein fouet dans l'ordinateur d'un confrère de Corse Matin. Bilan, l'ordinateur cassé. Il s'est fait un petit peu remonter les bretelles d'avoir laissé son ordinateur traîner. On peut dire que c'est quand même pas de chance. Pas de chance pour lui. Autre info, c'est Loïc Rémy. Son transfert a été avorté. Ouais, l'une des grosses infos de ce mercato, c'est Loïc Rémy qui n'a jamais pu, selon Skyport, effectuer les 160 km qui séparent Londres de Leicester. On sait que ce joueur qui est barré par des Radamel Falcao et Alexandre Pato, qui a signé notamment il y a peu de temps à Chelsea, qui risque de voir sa saison assez compliquée, cette fin de saison assez compliquée. On rappelle que l'objectif de Loïc Rémy est de retrouver l'équipe de France, et il n'a pas joué avec les Bleus depuis le 14 octobre 2014. Donc voilà, à cause d'un petit souci d'avion, il n'a pas pu effectuer les 160 km qui les séparaient en voiture. Et lui qui joue pas beaucoup avec Chelsea, il n'est pas prêt de retrouver l'équipe de France très prochainement. Surtout, à Chelsea, on est déjà en bleu. Alors, s'il veut retrouver les bleus, ça va être un peu compliqué. À part à Chelsea, je vois pas comment il va pouvoir retrouver l'équipe de France. Non, c'est vrai que psychologiquement, en plus pour lui, comme vous l'avez précisé précédemment, avec Chelsea, c'est déjà compliqué. Il devait, durant cette période de fête ou autre, pendant la période du mercato, ça a dû être vu avec son agent depuis un bout de temps. Donc je pense qu'il avait complètement zappé déjà Chelsea. Et là, de se remettre d'un événement comme ça, il se voyait déjà à Leicester en espérant gratter du temps de jeu et pouvoir se montrer un peu avant l'Euro, probablement.
Là, c'est vrai que déjà en interne, au niveau du club, ça va être compliqué. Et psychologiquement pour lui aussi. Donc voilà, c'est vrai que là, à cette heure-ci, je pense qu'il va prendre un gros coup derrière la tête, parce que vu qu'il devait partir, c'est Alexandre Pato qui est arrivé pour le remplacer. Ça fait quand même un attaquant en plus, ça va être assez compliqué pour lui de s'imposer. Et on rappelle donc que si Leicester finit champion, il risque d'avoir pas mal de regrets. En plus, il devait quand même aller dans une équipe qui était plus qu'en forme. Le problème c'est que Loïc Rémy a peut-être pas fait le bon choix en allant à Chelsea. On sait déjà qu'à Chelsea, c'est un peu difficile de s'imposer. Il n'a jamais eu sa chance en tant que titulaire, finalement. Parce que dès qu'il rentre, c'est pour jouer 10 minutes, un quart d'heure. Il marque, attention, je dis pas qu'il n'est pas le remplaçant, mais bon, en tant que remplaçant, de toute façon, c'est pas assez pour prétendre à une place en bleu pour la Coupe d'Europe, quoi. Ouais, surtout que là, il y a même Gignac qui est Enfin, il y a déjà des attaquants qui sont en forme, donc du coup, ça va vraiment être compliqué pour lui, ouais. Si c'est pour parler de Gignac au Mexique, je pense qu'il y a pas mal de monde qui peut réussir quand même. Ouais. Moi je pense qu'au Mexique on peut très bien réussir, l'instinct de buteur reste le même. Moi ça me dérangerait pas de le voir en bleu, on en fera un débat justement au cours de ces prochaines semaines avant l'Euro bien sûr. Et t'as une petite info qui aurait pas plu à Ingrid si elle avait été là, mais c'est pour ça on peut en parler, vas-y, parle-nous-en. C'est Jean-Luc Vasseur qui était très agacé lundi soir à la fin de la rencontre entre le Paris FC et Clermont. L'entraîneur de Paris, donc on le rappelle, après ce match nul frustrant, il était forcément donc pas content. Il s'est d'ailleurs embrouillé avec un adjoint de Corinne Diacre dans le temps additionnel à propos des décisions litigieuses de l'arbitre. Je cite, t'as raison, cache-toi derrière une gonzesse. Voilà, il faut savoir que c'est pas la première fois qu'il a des propos assez, donc on peut dire machistes. Le 30 octobre dès la 13e journée de Ligue 2, il avait déjà signé une phrase telle qu'était bien là, mais l'arbitre ne l'a pas vu, elle faisait du patinage peut-être, parce que l'arbitre de touche était une femme. Mais il avait dit quand on est une femme et qu'on arbitre à un sport d'homme, c'est compliqué. Mais dis, t'as déjà été arbitré par une femme ? Ou entraîné ? Alors entraîné non, arbitré oui. Et c'est vrai que c'est toujours pareil, à un certain niveau, on doit tenir sa langue et ne pas dire certaines choses. Moi, j'étais dans un niveau légèrement inférieur au domaine professionnel, donc c'est vrai qu'entre nous, on chambrait un peu. Et au niveau respect, on a quand même été correct envers elle. C'est vrai qu'à un niveau professionnel, c'est des phrases et des paroles qui ne devraient pas être dites. Maintenant, c'est vrai que je peux comprendre que pour certaines personnes, ça reste un sport masculin au départ, mais on voit bien que les femmes, que ce soit avec l'équipe de France ou certaines grosses équipes françaises, représentent même quasiment mieux le pays que les hommes actuellement. Donc il va falloir essayer de changer un peu d'avis à ce sujet, je suppose. Moulet, toi tu condamnes ces propos de... Moi je dirais simplement, elle aurait dû lui répondre, écoute, je suis 6e, t'es 20e. Ouais. Si une femme n'a rien à faire dans le football... Ouais, c'est vrai qu'elle réussit pas mal en plus. Pas mal, on a vu l'équipe de Clermont, notamment à Pico. Non, c'est une équipe qui joue quand même bien au ballon. Après, voilà, c'est les propos, comme tu l'as dit, qu'Ingrid n'aurait pas aimé entendre dans cette émission. Mais bon, elle n'est pas là, on peut en profiter. Allez, autre info, Hakim. Oui, Ronaldinho qui poursuit sa vie de rockstar et de globetrotter. Vendredi soir, le Ballon d'Or 2005, âgé de 35 ans maintenant, portait le maillot de Barcelone. Mais le maillot de Barcelone du club équatorien de Guayaquil, pardon pour la prononciation, à l'occasion de la Noche Amarilla, comme il l'annonce. C'est une grande soirée de présentation de l'équipe. Alors, une pige imaginée par les dirigeants de l'équipe pour multiplier les recettes. Il s'avère que le pari a été réussi. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain a joué le jeu. La veille, il a dîné avec les supporters. À noter que le prix de la soirée était quand même de $250 pour pouvoir manger avec la star. Puis, lors du match amical couronnant la soirée, il a d'abord signé un autographe sur le carton jaune de l'arbitre. Voilà, un Ronaldinho qui est quand même toujours au top du succès. Ça fait penser un peu au boxeur, là, que la dernière fois que tu nous avais donné une info. Mayweather qui faisait pareil, qui faisait signer pour... on pouvait le rencontrer, peu importe. Pour $250 000. Enfin, c'était un truc assez... Voilà, les joueurs qui n'ont pas encore assez d'argent. Et... Justement, on parlait d'André-Pierre Gignac. Et tu as une petite info là-dessus, Hakim. Voilà pourquoi je regardais Moulet tout à l'heure assez tendrement. André-Pierre Gignac s'est servi de sa popularité chaque jour un peu plus importante au Mexique pour aider des supporters de son club arrêtés par la police en début de semaine. De passage dans le quartier, l'attaquant des Tigres de Monterrey, on le rappelle, s'est mêlé à la conversation en tentant de défendre les 4 jeunes hommes qui venaient de griller un stop. L'ancien buteur n'a pas réussi
à faire annuler l'amende, mais a mis la main à la poche pour payer une partie de la somme. Il a ensuite accepté de poser sur une photo prise par l'un de ses fans. Grand seigneur. Grand seigneur. Mais je crois que c'est un joueur qui a quand même toujours été apprécié par les clubs là où il est passé. Après, il est critiquable et critiqué. Il est critiqué, comme tout grand joueur en général. En général, les grands joueurs, surtout un attaquant, quand un attaquant marque pas, il est très critiqué. Ouais, enfin là, il enchaîne les triplés, il enchaîne les doublés avec son club du Mexique. A contrario, il n'est pas non plus adulé quand il marque autant. Sauf par les Mexicains. C'est certain, c'est vrai. Ouais, mais bon, on sait que les Français aiment bien critiquer et on la critique facile. Moi, je pense que Moulay, tu reviendras pour ce débat à l'Euro parce que pour moi, Gignac a largement sa place en équipe de France. Hakim, c'est un grand défenseur de André Virginiak. Pourtant, non, j'étais pas fan au début de sa carrière, mais non, Anthony. Toi, t'es pas fan non plus, Anthony. J'étais pas trop fan au départ, mais voilà, quand il marque des buts, on parle de lui, et ben voilà. Hein. Ouais, il a l'air en tout cas heureux de sa nouvelle vie et je pense qu'il y a pire que de jouer au foot au Mexique. Complètement. Et la dernière info donc, que je voulais vous communiquer, c'est une info pour une fois tennistique parce que je sais que Max aime et adore Roger Federer. Voilà, je suis fan. C'est un grand fan et voilà, à ses dépens vendredi dernier au lendemain de sa défaite en demi-finale de l'Open d'Australie contre Novak Djokovic, le Suisse a ressenti des douleurs à un genou alors qu'il se baladait tranquillement dans un parc avec ses filles. Alors on se demande comment est-ce qu'il peut enchaîner des matchs d'un tel niveau et tout simplement en balade avoir une petite douleur au genou. Il faut savoir qu'il s'est fait opérer suite à l'Open d'Australie. Il avait joué blessé. Et donc, il avait subi une arthroscopie du genou en plus. C'est ça, complètement. Putain, t'es bien renseigné. Hein. Je suis non, c'est une vraie info. Et du coup, il s'est fait opérer. Ça fait pas mal de bruit et tous ses fans ont pris un peu peur d'une fin de carrière un petit peu prématurée. Mais non, finalement, il revient. Voilà, de toute façon, il a les meilleurs médecins du monde, donc faut pas s'inquiéter pour lui. Mais il reviendra bien à la compétition d'ici 2-3 semaines. Parce qu'il est forfait donc pour le tournoi de Rotterdam qui a lieu actuellement, celui de Dubaï du 22 au 27 février, mais il devrait être de retour pour les Master 1000 d'Indian Wells du 10 au 20 mars. L'avant-match de l'ASNL. Et avant l'avant-match de la SNL, on a un petit quiz. Alors, tout le monde va pouvoir jouer autour de la table, Mehdi également, même si t'as un micro qui est loin. Qui a déclaré « On est obligé d'aimer Ben Arfa ». On t'entend pas, Mehdi, t'avais dit son entraîneur. Non, c'est pas son entraîneur. C'est un entraîneur, mais c'est pas son entraîneur. Enfin, Luis Fernandez. Non. Est-ce que c'est un sportif déjà ? C'est un sportif, évidemment. Un entraîneur ? Oui, suite à la déclaration de Ben Arfa qu'il a fait en début de semaine. Un ancien joueur ou pas ? Un ancien joueur. Mehdi. Laurent Blanc. Exactement, c'est Laurent Blanc donc, qui a déclaré « On est obligé d'aimer Ben Arfa ». En fait, c'était suite à la petite phrase de Ben Arfa en début de semaine qui avait dit la porte sera toujours ouverte pour le Paris Saint-Germain. C'était une petite boutade, je pense, parce que de toute façon Ben Arfa n'aura jamais sa place au Paris Saint-Germain. Pourquoi pas ? Pourquoi il n'aurait pas sa place au Paris Saint-Germain ? En termes de concurrence déjà à son poste à Paris. Et puis il vaut pas mieux qu'un Lucas Moura à l'heure actuelle ? Non, mais pour moi il vaut pas mieux que Nice, quoi. À partir du moment où Lucas Digne a joué au PSG, tout le monde peut jouer. C'est vrai. Allez, deuxième question. Un point donc pour Mehdi. Deuxième question. On est le petit Barça. Qui a déclaré ça ? Parce que c'est dans le championnat de France. C'est dans le championnat de France. Petit Barça. En Ligue 1 ? PSG ? Ligue 1 aussi. Non, qui a déclaré ? Mais c'est pas un joueur du PSG, non. Est-ce que c'est un entraîneur qui l'a déclaré ? Non, c'est un joueur. Un joueur modeste. Oui, très. Mais il a pas tort. Au vu du classement, qui ? Thomas Mangani ? Non, c'est pas lui. C'est pas un joueur d'Angers. C'est pas un joueur d'Angers. C'est pas un joueur de Caen. Il reste Monaco. C'est pas un joueur de Monaco. C'est un joueur de Monaco. C'est un joueur de Monaco. Qui appartient à Monaco ? Silva, non ? Non. Valère Germain. Valère Germain, c'est ça, exactement. Bien joué, Tony. Ah, donc Niçois encore. Niçois, oui. Il est prêté. Il appartient encore à Monaco. Il a été prêté au club de Nice. Et voilà, il se compare un petit peu au petit Barça. Il dit on est le petit Barça. Nice qui est troisième de ce championnat de Ligue 1. Donc un point pour Anthony, un point pour Mehdi. Troisième question. J'ai connu 5 clubs de Ligue 1 et entraîné 5 des 20 entraîneurs actuels de Ligue 1. Qui suis-je ? Je répète, j'ai connu 5 clubs de Ligue 1, j'ai entraîné 5 clubs de Ligue 1 déjà, et j'ai entraîné 5 des... Roland Courbis, exactement, Hakim. Bravo, un point chacun. Philippe 0. Elle est pour toi la dernière. Elle compte 2. Petite question tennis. Qui suis-je ? Je reviens en tant que conseillère de l'Ukrainienne Elina Svitolina, qui est 21e joueuse mondiale actuellement. J'ai été numéro 1 mondial. Qui suis-je ? Française. Elle n'est pas française. Ken ? Pas américaine. Interdiction de tricher, Anthony, je te vois avec ton téléphone. Elle n'est pas suisse. Anglaise. Non. Russe. Non, mais tu vas me faire tous les pays là. J'essaie non, de me rapprocher. Elle était numéro 1 mondial. Elle a gagné Roland Garros. Italienne. Pas italienne. Espagnol. Pas espagnole.
Allez, On a fait le tour. Presque, presque. Européenne. Anna Kournikova? Non, pas Anna Kournikova. Pas de russe. T'as on mal a dit. vu. Est-ce qu'elle a été commentatrice du dernier Roland Garros? Pas du dernier, il me semble pas du dernier, mais elle a été Est-ce qu'elle connaît bien Samir Nasri? Non, 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 c'est pas Tatiana Golovin, mais pas loin. Elle était aux côtés de Tatiana Golovin à Roland Garros donc sur France 2. Elle faisait les commentaires de. Non, toujours pas. Allez, je vous aide. Elle est belge. Hénin. Ardennes. Justine Hénin. Voilà, c'est Anthony. C'est Anthony qui gagne donc ce petit quiz. Oui, donc voilà, Justine Hénin qui revient en tant que conseillère donc de la 21e joueuse mondiale, l'Ukrainienne Elina Svitolina. L'avant-match de l'ASNL. Et bien sûr, donc l'AS Nancy-Lorraine qui se déplace ce soir à 20h à la Baie des Champs contre Auxerre. L'AS Nancy-Lorraine qui est actuellement deuxième de ce championnat de Ligue 2 avec 48 points. Évidemment, on le sait tous, l'AS Nancy-Lorraine reste sur un match nul de partout la semaine passée dans le derby lorrain qui les opposait au FC Metz. Sur les 5 derniers matchs de championnat, une seule victoire pour les hommes de Pablo Correa, 3 nuls et une défaite. On peut dire que l'AS Nancy-Lorraine n'est pas très en forme depuis le retour de la trêve. La marche en avant de la SNL a ralenti sa cadence depuis la reprise. Sa marge de sécurité s'est un peu réduite. 6 points sur le Red Star, le 4e. Certains diront que c'est beaucoup, suffisant. Moi, je dirais que c'est un peu faible comme matelas. Un peu faible, moi je dirais oui et non, en fait. Parce que 48 points, Red Star 42. Bon, c'est vrai que le Red Star a une. Comment dire? Le Red Star est assez régulier. Donc, je crois que le Red Star est la meilleure attaque, à la meilleure défense dans le championnat de Ligue 2. Il me semble. Non, mais je sais que le Red Star donc je sais qu'ils prennent pas beaucoup de buts, ils en marquent pas beaucoup, mais sur la durée, je crois que le Red Star fait partie des équipes qui ont l'effectif le moins riche avec moins de professionnels. Je pense que on va en le Red Star ça tiendra pas, c'est pas une équipe qui va tenir sur la durée. Les équipes qui montent comme ça, c'est quand même compliqué. Ils sont dans une euphorie en début de championnat et ça s'effondre en général petit à avant petit. La fin. Le Red Star qui sera aussi opposé à l'AS Nancy-Lorraine. Ça risque d'être un match quand même capital pour les Nancéens. Moi, l'équipe qui me fait le plus peur actuellement, c'est Lens. Lens qui revient, qui est à 40 points. C'est plus elle qui me fait peur, plus qu'un Red Star, autant pour moi. Autant le dire. Clermont et Red Star, c'est pas du tout deux équipes qui me font peur pour la 3e place, voire la 2e place. Ça risque d'être déjà un petit peu loin pour accrocher le wagon, mais ça peut aller vite. Une bonne série. Il y a un petit côté machiste là. Quand on dit que Clermont ne peut pas Clermont, on voit sur les 3 dernières sur les 3 dernières sorties de Corinne Diacre. Oui, j'ai bien compris. Mais quand on voit Clermont sur les 3 dernières rencontres qu'ils ont fait, c'est 3 défaites, donc non, ils sont pas forcément en forme. Ouais, Maxime, moi je vais aller dans ton sens. En fait, ce que je pense, on va prendre l'exemple clermontois, c'est que ce qui va être vraiment important, c'est les confrontations directes. En sachant que Nancy a battu Clermont, derrière, il va nous rester le Red Star et Lens, pour prendre les exemples que vous avez donnés. Ce qui va vraiment compter, en sachant que là, pour moi aussi, Nancy a une marge de sécurité assez importante. Si on limite la casse par un match nul ou au mieux une victoire contre Lens et le Red Star, pour moi, Nancy sera en Ligue 1. Maintenant, si on vient à perdre et contre Lens et contre le Red Star, ce qui sont des matchs à 6 points, là, on pourra parler de danger. C'est 2 équipes qu'on va jouer à domicile, le Red Star et Lens. Honnêtement, entre nous, il reste 15 points pour que l'AS Nancy-Lorraine attrape la Ligue 1 à la fin de l'année. 15 points, c'est 5 victoires sur 13 matchs. Si l'AS Nancy-Lorraine ne monte pas cette année, elle ne montera jamais. Faudrait qu'elle perde 5 matchs de suite et que dans le même temps les 3 équipes qui sont derrière gagnent 5 matchs de suite, donc c'est autant dire que c'est quasiment impossible, quoi. Moulet, sachant que Dijon marche par à coup. Oui. Dijon, c'est 3 ou 4 matchs où ils sortent des résultats et ensuite il y a un petit trou, ils font une paire de nuls et après ils repartent. Philippe, moi je dis tu perds 2 fois, ça fait 6 points. Lens se retrouve à 2 points derrière. Bon, tu cogites là. Oui, c'est sûr. Ça peut aller vite. Après, il y a des confrontations directes également. Je veux dire, le FC Metz, la dernière journée, va jouer à Lens quand même. Et la troisième, avant-dernière journée, Metz se déplace à Dijon. Donc, c'est sur les 3 derniers matchs. Metz va à Dijon, reçoit Tours et va à Lens pour le dernier match. C'est quand même c'est un calendrier compliqué. Nous, on a un calendrier un petit peu plus clément. Ce que tu disais pour Dijon qui connaissait des petits creux, moi je vois quand même qu'ils sont quand même avec 11 matchs sans défaite et 3 victoires consécutives. Je pense que Nancy devrait
devrait, plutôt que regarder devant à Dijon, regarder plutôt derrière. En tout cas, l'adversaire du soir, c'est Auxerre, donc actuellement 8e avec 38 points. Auxerre qui est en forme, c'est une équipe en forme, et il reste sur 2 victoires de rang. Donc une à Clermont la semaine dernière, 2-1, et contre Évian-Tonon-Gaillard à domicile il y a 2 semaines, enfin non, il y a 10 jours, pardon, 3-1. Donc sur leurs 4 derniers matchs, 3 victoires et une défaite. Donc une équipe bien plus en forme que l'AS Nancy-Lorraine en ce moment. Et on sait que Sébastien Puy-Grenier aura à cœur de performer contre son ancienne équipe en plus. Et c'est pas le seul d'ailleurs, il y a un petit Pedretti du côté nancéen qui voudra aussi qui a peut-être à cœur de faire un gros match contre ses anciens coéquipiers, s'il en reste. Donc ça fait partie des joueurs à suivre ce soir. En espérant qu'il joue au même poste que contre Metz. Pedretti, tu Ouais. l'avais aimé comment ? Je l'ai trouvé extraordinaire parce qu'il était juste devant la défense. Et quand on connaît sa finesse technique, son orientation du jeu, les passes qu'il a distribuées, de toute façon, il suffit d'écouter ce qu'avait dit l'entraîneur de Metz, que Nancy avait la NASA sur place, donc il mettait tout le monde sur orbite avec une facilité, sachant que je pense que le terrain vert leur facilitera la tâche ce soir. Aux Nancéens, Ouais. complètement, sachant que de la baie des Champs est quand même réputé pour être une belle pelouse en plus. Donc voilà, les conditions de jeu. on va revenir de toute façon sur les compositions d'équipe. Alors des joueurs à suivre côté nancéen, on l'a dit, donc Pedretti qui voudra briller contre son ancienne équipe, Dallé aussi qui va vouloir confirmer sa belle forme. Qui a été formé à Martigues, on le rappelle, et a joué en national avec ce club avant de disputer son premier match en pro en Ligue 1. Et justement, c'était avec Auxerre le 13 décembre 2008. Voilà, il a joué avec une petite poignée de minutes et l'entraîneur de l'époque était donc Jean Fernandez. Et il se rappelle des joueurs de talent tels que Benoît Pedretti, justement. Il dit que pour lui, la concurrence était un petit peu compliquée, avec des Yellen, Nicolae, Oliège, Garcia. C'est vrai qu'Auxerre avait quand même une sacrée équipe sur le papier il y a quelques saisons. Il y a quelques saisons, et ce soir ça va être une équipe complètement décimée côté auxerrois, enfin décimée, on va dire une équipe jeune, puisque de toute façon Sec est suspendu. C'était un petit peu le joueur qu'il fallait faire attention dans l'effectif auxerrois, il faut se le dire. Donc le groupe d'Auxerre: Boucher, Lenog, Aguilar, Outunji, Puy-Grenier, Séfil, Silla. Silla, il faudra faire attention à ce joueur. Kilic, Konaté, Lefebvre, Vincent, Bas, Berthier, Courtet, Granic et Guirassi. Donc il n'y a pas de blessés du côté auxerrois, mais il y a juste cette suspension de Sec qui nous fait le plus grand bien. Lusamba également voudra briller suite à son bon match, il faut le dire, contre une équipe de Metz difficile à manier la semaine dernière à Marcel Picot. Moulet, t'es pas trop d'accord avec ça? Briller, il t'a pas plu? Ça dépend où l'on se place. Si on parle de briller parce qu'il a mis le deuxième but qui nous a un petit peu libérés, tout le monde dira extraordinaire. Si on compare Lusamba par rapport à l'entrée d'Iglesias, on dira ouais, fallait laisser Lusamba parce qu'Iglesias nous coûte l'égalisation, alors que c'est faux. À la base, il perd le ballon, ça fait but derrière. Sur les 3 ballons qu'il a touchés, il perd les 3. Derrière, il prend un jaune. Je suis d'accord avec vous, mais il reste combien, 10 minutes quand il rentre? Ouais, c'est ça, il rentre. 10 bonnes minutes. Allez, 10 bonnes minutes. 10 minutes. Ouais. On sait que c'est un joueur qui n'a pas beaucoup de temps de jeu. Donc, on sait qu'il nous faut les 3 points, et ne serait-ce que rien que par rapport au derby, rien que par rapport à la Lorraine, il faut que Nancy gagne. On envoie une personne qui n'a pas trop de temps de jeu, qui doit se mettre dans un rythme assez fou. C'est compliqué pour un joueur. Ah, mais pourquoi tu fais pas rentrer un Buzyn dans ce cas, qui va garder le ballon devant? Ça aurait été plus intéressant de rentrer un Buzyn devant puis reculer un petit peu Lusamba. Complètement. T'as envie de défendre un petit peu, toi, non? Ouais, je pense aussi que le choix de faire rentrer Iglesias, c'était peut-être pas le bon. J'aurais laissé Lusamba qui avait pas l'air non plus d'être trop... Ça, c'est vrai que la plupart des supporters à la sortie du match parlaient de Iglesias. Le pauvre a dû en prendre cher toute la semaine. Tu parles de la perte de balle, il faut savoir qu'après il y a quand même 4 défenseurs derrière. Des pertes de balles, il y en a tout le long du match. Après, moi je pense c'est plutôt une erreur de Correa. Pourquoi avoir gardé 2 joueurs offensifs et notamment Buzyn sur le banc et pas avoir intégré pour une première fois Papé Diakhaté par exemple, qui peut-être aurait pu rentrer en fin de match? Ce qu'il faut savoir actuellement, et c'est vrai que tout à l'heure, Hakim, tu parlais d'une baisse de rendement de la SNL.
Je trouve qu'en première partie de saison, les équipes venaient à Marcel Picot dans l'espoir de repartir avec un point, jouer la défense. Nous, on jouait notre football et on arrivait à s'en sortir souvent avec des petites victoires 1-0, ce qu'on n'a pas réussi à faire la saison dernière. Désormais, les choses ont changé. Nancy est dans les 3 premiers. Les équipes viennent pour tenter leur chance et essayent de repartir même avec la victoire. On l'a vu avec Nîmes. Le problème, c'est que nous, maintenant, on commence à changer les choses et à ne plus jouer. À un moment donné, on gagne 2-1. Alors oui, on fait rentrer Iglesias, ça aurait pu être un autre, ou ne pas faire de changement, mais on arrête de jouer. Donc le problème, c'est que ça soit lui ou peut-être un autre à ce moment-là. Je pense que c'est dans les têtes où on se croit peut-être trop beau aussi à un moment donné et on pense que les équipes viennent à Marcel Picot comme en début de saison. Sauf qu'à cette heure-ci, les équipes, elles viennent, elles disent au pire, on repère, mais on est contre les deuxièmes, donc il n'y a aucun souci. On sera crédible et si on gagne, on fait une surprise. C'est vrai que pour beaucoup de gens ont été déçus. Max, toi-même de ta bouche, tu as dit c'est une défaite. Tu parlais de défaite. Mais complètement. Mais de toute façon, les joueurs étaient abasourdis dans le vestiaire. C'est une défaite qui peut faire du mal. Mais c'est complètement une défaite. Et c'est un match nul qui va faire du mal parce que ton calendrier derrière, tu vas sur une équipe de Auxerre qui est plus qu'en forme. Toi, tu as joué le derby. Tu pensais à ça pendant 15 jours. On l'a vu. On perd contre Nîmes. On fait un résultat nul 3 jours avant à Niort. T'arrives quand même sur un match où tu le prépares depuis 3 semaines, que les joueurs ils veulent jouer que ce match, ils l'ont mis dans leur calendrier, etc. Et on le voyait en conférence de presse quand on a été en Forêt de Haye. Pablo Correa qui voulait, avant le match de Niort, qui voulait pas du tout parler du match contre Metz. Et finalement, tu voyais que dans la tête des joueurs, il y avait que Metz qui était dans leur tête, quoi. Et effectivement, tu gagnes 2-1 à la 80e, tu commences à faire des râteaux, tu commences à te prendre un peu trop beau, à l'image d'Aïd Benasser qui a fait quand même une fin de partie un peu décevante. Voilà, moi je pense que ce match nul, c'est comme une défaite et dans la tête des joueurs, c'est certain que ça va être une défaite. Moi je pense que quand on regarde la physionomie du match, c'est vrai qu'on domine, on a Metz avec très peu d'occasions. Ils arrivent avec, je dirais, sur 4 cases, 50% de réussite, en fait. De toute façon, ils marquent 2 buts en 1 tir de but. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a eu beaucoup de frustration des gens quand on a vu le match. Mais quand on regarde le classement, faire un match nul contre Metz, qui est quand même classé 3e, même si c'est à la maison, ça laisse un concurrent direct à 5 points. Vaut mieux faire match nul, sachant que dans ce championnat, toutes les équipes peuvent gagner contre n'importe quelle équipe. Ça, c'est certain. Quand on parle de Nîmes, ils partent avec 8 points de retard, de négatif. J'en parle chaque semaine. Non mais 8 points négatifs. Ces joueurs-là n'ont rien à perdre. Ils jouent leur match. Donc que Nancy ait perdu contre cette équipe, moi ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Non, c'est vrai qu'on en revient chaque semaine, Max. Et chaque semaine, je te dis qu'ils grappillent des points. Ils étaient 11e et là ils seraient à la 9e place. Ainsi, avec, et où on peut aussi faire le point par rapport à ce que je disais précédemment. On peut voir aussi que Nîmes, lorsqu'ils étaient à -8 ou quand ils étaient encore relégables et qu'ils revenaient petit à petit, avait un football un peu champagne en marquant énormément de buts. Désormais, psychologiquement, un peu comme Nancy en ce moment, ils sont sortis de la zone de relégation et depuis 1 ou 2 matchs, ça commence à être un peu plus compliqué pour eux. Pourquoi ? Désormais, ils se sentent peut-être moins en danger ou ayant fait une part du travail, ils changent leur jeu. C'est toujours les mêmes joueurs, mais ils changent leur façon de jouer et peut-être que l'entraîneur leur dit un nul nous ira peut-être, alors qu'à l'époque, il fallait les 3 points. Et malheureusement pour eux, à cette heure-ci, j'espère qu'ils ne vont pas s'en mordre les doigts de tout ce qu'ils ont déjà fait précédemment. Donc pour conclure là-dessus, je pense que ce soir à Auxerre, si Nancy y va dans l'optique de jouer et prendre le risque de prendre des buts, mais en marquer un de plus que l'adversaire, on gagnera. S'ils y vont comme les 4 ou 5 derniers matchs, c'est un match qui va se terminer à 0-0 ou sur un match nul où voilà, une occasion va être marquée, les autres vont rester derrière. Nancy se déplace ce soir bien diminué. Ouais, bien diminué avec une infirmerie qui bat son plein. La dernière info qu'on a eue, donc une info de dernière minute, c'est Chrétien donc, qui se rajoute à Guédiléé, Hadji, c'est tout, Koulibaly. À la liste des forfaits, on rappelle que Chrétien était le seul joueur à avoir disputé la totalité des rencontres jusque-là, avec 25 matchs et 25 fois 90 minutes. Un joueur très important. Justement, un petit mot sur la composition de l'AS Nancy-Lorraine ce soir. La compo, je ne pourrais pas... Au moins le groupe. Je vais essayer, mais le groupe, en tout cas, il y aura Indy Asembe dans les buts, Samba, Kufo, Diakate, Diagne, l'anglais, Muratori, Badila, le retour de Mawassa, Iglesias, Pedretti, Aïd Benasser, Lusamba, Puyol, Buzyn, Dalé, Robic et l'intégration aussi de Mabella. Bon, est-ce qu'on va enfin avoir Buzyn titulaire ce soir à Auxerre ?
fait partie des partisans J'espère qu'Ingrid, depuis les tribunes, pourra nous en toucher un mot. Ingrid qui est à Auxerre actuellement, effectivement. C'est vrai. Elle va se rendre au stade. En tout cas, on sait qu'elle va les encourager, comme à son habitude. Mais voilà, pour rebondir un petit peu ce que disait sur Mehdi, pour moi, ça risque d'être compliqué quand même pour les Nancy-Lorraine ce soir. Et en tout cas, un match nul rapporté de Auxerre, là, ça serait une bonne opération. S'il y a un joueur qui est très important à Nancy, je pense, c'est Youssouf Hadji. En fait, quand on regarde le match contre Metz, il a manqué devant. D'aller à toucher quasiment tous les ballons et manquer un deuxième attaquant pour pouvoir faire. Sachant que Roby, qui était un peu trop dans le couloir, était plus excentré en fait. Et quand Hadji reviendra, je pense que l'AS Nancy-Lorraine retrouvera sa régularité, je pense. Mais on le voit depuis qu'Hadji est absent ou alors quand il faisait que des parties de match, parce que sur les derniers matchs qu'il a fait à Nancy, on voyait il rentrait à la 60e, 70e minute et dès qu'il rentrait, c'était la physionomie du match était complètement différente. Et je pense que là, c'est un homme important pour l'AS Nancy-Lorraine et pour la fin de saison, et que si il est amené à se blesser encore, on va avoir de grandes difficultés pour aller grappiller cette place de champion de Ligue 2 qu'on mérite amplement. Alors pour conclure là-dessus, c'est vrai que tout le monde voit Nancy monter et les joueurs en premier, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que moi j'ai remarqué que certains joueurs commencent à jouer un peu plus individualiste. Alors pourquoi ? Parce qu'il y en a certains qui veulent peut-être être transférés et d'autres qui veulent prouver avant la fin de saison par rapport aux futurs peut-être transferts et recrues que Nancy aura besoin pour la Ligue 1. Et ce qui peut être aussi difficile, c'est de surjouer et de ne pas jouer à son niveau, entre guillemets. Alors, je pense que Correa sera là un petit peu pour recadrer tous ces jeunes. Moi, ça ne m'inquiète pas vraiment. Pour être juste complet sur le sujet, pour revenir vite fait sur la Auxerre, il y avait un joueur qui était donc Mouhamadou Diaw, qui jouait dans le milieu de terrain, qui était un joueur très technique. Il avait 35 ans et moi j'ai pu le suivre notamment quand il jouait à Niort. C'était un joueur très important. Il faut savoir qu'il a donc cassé son contrat cette semaine avec le club. Il ne s'est pas entraîné après avoir été écarté du groupe, donc il y a un petit conflit avec l'entraîneur et ça c'était un petit peu une pièce maîtresse du dispositif, donc ça va faire du bien. Et sur le point pelouse dont on parlait tout à l'heure, on vient d'avoir l'information, il n'y a aucun risque de report de ce match, on sait que la météo n'a pas été bonne ces derniers jours, mais la pelouse est réputée pour sa qualité et sera donc bien praticable. Et on va faire un petit point sur le classement de cette Ligue 2, Hakim, avec donc Dijon en tête, 51 points, suivi bien sûr de l'AS Nancy-Lorraine, 48 points. Nos amis messins ou ennemis, comme vous voulez, sont 3e avec 43 points, suivi de très près par le Red Star, 42 points. Lens, 5e, 40 points. 6e, c'est le Clermont Foot, Le Havre et Auxerre avec 38 points. 9e, Brest, 33 points. 10e, Tours, 32 points. 11e, Bourg-en-Bresse, 31 points. 12e, Laval, 30 points. 13e, l'AC Ajaccio, 29 points. 14e, Évian-Tonon-Gaillard, 27 points. 15e, Niort, 26 points, tout comme Valenciennes. 17e, les Nîmois, 24 points. Et dans la Charrette, donc le 18e, Créteil-Lusitanos, 23 points. Sochaux, 22 points. Et dernier, le Paris FC avec 17 points. Paris FC, le prochain adversaire de l'AS Nancy-Lorraine, donc à domicile. Un petit point sur les matchs de ce soir, demain et lundi matin. Et oui, donc ce soir, Sochaux se déplace sur la pelouse de Dijon, ce qui ne va pas arranger les hommes d'Albert Cartier, puisqu'ils sont donc avant-derniers de ce championnat de Ligue 2. Le Red Star reçoit Évian-Tonon-Gaillard. Clermont se déplace sur la pelouse de l'AC Ajaccio. Brest se déplace à Niort. Créteil reçoit Tours. Bourg-en-Bresse reçoit Laval. Paris FC reçoit Nîmes pour un duel très, très important pour les Nîmois. S'ils prennent 3 points ce soir, ils condamnent quasiment le Paris FC à la nationale la saison prochaine. Bien sûr, demain après-midi à 14h, le FC Metz reçoit Le Havre. Un match également important pour ce haut de tableau avec une équipe du Havre difficile à manier, une vraie équipe de Ligue 2. Et lundi soir, Lens reçoit Valenciennes. Cap Sport, les pronostics. Et donc on va faire un petit pronostic pour le match de ce soir. C'est ce pronostic qui est relayé par la page Facebook l'ASNL plus qu'une équipe, une passion. Donc n'hésitez pas également à aller liker cette page. Je répète, l'ASNL plus qu'une équipe, une passion. Allez, pronostic pour le match de ce soir. Anthony. Alors moi je vais dire 2-0 pour Nancy. Je pense que les Nancéens ils ont un peu le goût amer de l'égalisation la semaine dernière. Donc, toi tu vois une victoire 2-0 à l'extérieur. Voilà. Alors est-ce que tu peux nous donner les buteurs ? Je pense que tu ne seras pas le seul à pronostiquer ça. Je vais pronostiquer Dallet et Pedretti, un petit coup franc, ça
Ce serait bien. Je crois que c'est cette place, Max. À chaque fois que quelqu'un est assis là, il pronostique un coup franc de Coup Pedretti. franc de Pedretti des 50 mètres normalement. Ingrid qui est à ta place. Mais en tout 20 cas, mètres ou 25 mètres, ce sera déjà bien. En tout cas, la personne là n'a jamais raison. Philippe, ton pronostic? Alors, moi, 1-0. 1-0 et but de Pedretti aussi. Ah bah allez, ce soir il va marquer Pedretti. Pedretti Moulay. à la cote. Je suis partagé. On a Auxerre qui prend énormément de buts. Donc, Oui. je vais peut-être être un petit peu chauvin en disant 3-1. Avec des buts, allez, les buteurs nancéens. Robic, ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. Ouais. Ça ferait pas de mal. D'aller, je dirais qu'il est sur un petit nuage en ce moment, donc il en mettrait un éventuellement. Et Aïd Benasser, je pense qu'il pourrait peut-être en mettre un. Il est blessé ou pas? Non, il sera dans le groupe, mais il a été diminué toute cette semaine, donc à mon avis, il va être remplaçant. Alors, il y a de fortes chances qu'il ne débute pas ce soir. Je pense que Buzyn marquera. Parce que voilà. Buzyn, chaque fois qu'il rentre, il est assez décisif et je pense qu'il a envie de jouer un peu plus longtemps, je pense. Mehdi? Moi, je vais être un peu moins sympathique et j'espère me tromper. J'annonce malheureusement un 0-0 et du fait, je ne me mouille pas pour les buteurs. Hakim, toi, ton pronostic? C'est peut-être la place aussi, Mehdi, qui est juste proche de toi. C'est vrai que les 0-0 s'affusent en général de cette partie-là. Moi, je vois un but partout avec un but de Diakhaté pour le retour, mais en tout cas, pour le score, je pense que l'AS Nancy-Lorraine va vraiment avoir des difficultés dans ce match avec cette équipe qui sera donc assez rajeunie et avec un petit manque d'expérience, ça risque d'être difficile à Auxerre. Et moi donc je vais dire 2-0 pour l'AS Nancy-Lorraine. Vous êtes nombreux également sur notre page Facebook à avoir mis vos pronostics. Continuez jusqu'à ce soir et on verra qui aura le bon résultat. Alors on va en citer quelques-uns. Laurent, défaite 2-0. Muriel qui voit un match nul, un but partout. Kevin qui voit une victoire 3-1 de l'AS Nancy-Lorraine. 2-1 pour Nancy nous dit François. 3-0 nous dit David. Laurent également qui voit une grosse défaite de l'AS Nancy-Lorraine, qui lui est pas content du tout sur le jeu nancéen du moment, qui les déçoivent fortement. 1-0 nous dit Alexis pour l'AS Nancy-Lorraine. 2-1 nous dit Mathieu. Michel voit une victoire d'Auxerre 2-1. Michel, le seul qui voit une victoire auxerroise ce soir. 2-0 pour Auxerre également, nous dit Quentin. Et Pascal nous dit la victoire, la Lorraine est rouge et blanche. Il y a aussi une autre personne qui nous a envoyé son pronostic. Salut les garçons, alors ce message juste pour vous faire un petit coucou de mes vacances à la montagne, mais aussi pour vous livrer mon pronostic pour le Auxerre-Nancy de ce soir. Alors je vois bien une belle victoire des Nancéens, 1-0 sur un but de Pedretti qui va faire le malheur, je pense, de son ancien club. En tout cas, la victoire est très importante pour Nancy pour retrouver le moral, pour laisser Auxerre loin derrière nous, et puis surtout parce que je serai là dans les tribunes pour les encourager, donc j'attends vraiment une belle victoire des Nancéens. Allez, salut les garçons et à bientôt. Étonnant que Ingrid voit un but de Pedretti qui l'annonce toutes les semaines. Elle va bien réussir un jour à avoir le bon pronostic. C'est comme toi avec ton 0-0. Merci d'avoir écouté Fadjet. On se retrouve évidemment pas la semaine prochaine puisque c'est les vacances pour Fadjet, pas la semaine d'après non plus, mais on se retrouve dans 3 semaines. 94.2, merci de nous suivre. N'hésitez pas à liker notre page Facebook Cap Sport. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. À bientôt. Salut. L'agenda Fadjet. Le musée de l'école de Nancy propose une animation pour les 7-11 ans pendant les vacances d'hiver. Aglagla, une évocation de l'hiver, de la mode et des sports à travers ses collections. Animation le mercredi 17 février de 14h30 à 16h au tarif unique de 4 €. Réservation nécessaire au 03 83 17 86 77 le matin et par courriel service des publics-musée@mairie-nancy.fr. Connaissance du monde présente les 22 et 23 février à Nancy, Chine, aux portes du Tibet. Dans le cadre de la prochaine ciné-conférence, Patrick Matt, réalisateur, présentera ce film qui raconte la vie de Joseph Rock, un explorateur qui vécut en Chine entre 1920 et 1949. Il fit découvrir au monde l'extraordinaire culture des Naxi de la région du Liang et réalisa de nombreuses photos d'une région connue sous le nom du pays des femmes. Projection au cinéma Caméo Saint-Sébastien, lundi 22 février à 14h30 et 18h15 et mardi 23 février à 14h30. Vous souhaitez annoncer gratuitement votre événement dans l'agenda de Fadjet? Connectez-vous sur www.fadjet.net, rubrique agenda, et remplissez notre formulaire.
After School, l'émission 100% jeune. Retrouvez-nous pour cette 4e saison d'After School avec une toute nouvelle équipe. Au programme cette année, des sorties, des actus, du sport et des invités. Et plein d'autres surprises qui vous attendent tous les mardis de 18h30 à 19h30 sur Fadjet. Ça y est, Electrochoc est dans sa 10e saison cette année. Alors que vous n'ayez jamais écouté ou que vous soyez un auditeur occasionnel ou régulier, ne ratez rien de l'émission Electrochoc et découvrez les étonnantes sonorités de la techno d'aujourd'hui. Avec des DJ sets exclusifs, des artistes résidents, des news soirées. Bref, Electrochoc, c'est l'émission qui vous ouvre les oreilles sur la musique électronique non conventionnelle, tous les vendredis à 21h sur Fadjet.